Alors, c'est l'heure du café politique à votre matinale, notre rendez-vous du vendredi. On a pas mal de choses intéressantes cette semaine. Allons dans la capitale saluer Jacques Poitras, notre collègue de CBC. Bonjour, Jacques. Bonjour, et je veux saluer certains francophones et monde de la péninsule que j'ai croisé hier, qui étaient ici pour le discours de l'État de province et qui nous écoutent chaque vendredi. Vous voyez comment vous agrandissez votre public avec votre présence au Oui, café exactement, politique toutes les semaines, Jacques. On les salue, nous aussi. Oui, il y avait du monde d'un peu partout. D'ailleurs, ce sera au menu du café ce matin. Et François nous attend, lui, à Caraquette. François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. Ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour Martine, ça va très bien, même si nos auditeurs, je dois dire, ignorent les sacrifices que nous consentons pour le café politique. Hier soir, donc, le discours sur l'état de la province de la première ministre Susan Holt, il y avait en même temps la partie de hockey entre le Canadien de Montréal et l'Avalanche du Colorado qui portait pour l'occasion l'uniforme de mes Nordiques de Québec. Oui. Oui. Et étant donné que je me doutais, Martine, que vous auriez des questions pour Jacques et moi ce matin sur le discours de Susan Holt et aucune concernant le match canadien-nordique, j'ai donc choisi d'écouter le discours. OK. Je m'imaginais François avec de multiples écrans devant lui, mais ça va. Vous étiez tout oui pour ce discours. Et justement, on va lancer le bal avec un premier café. Tiens, un premier tour de café, un premier sujet, avec ce discours sur l'état de la province. Et je vais commencer, avec vous, François, qui avait fait l'ultime sacrifice hier. Qu'avez-vous pensé de l'angle employé par la première ministre, qui a dit que cet exercice-là, parce que c'est ce que c'est, un exercice, là, allait en être un de transparence et de redevabilité. Et puis, elle s'est donné une note hier. Je vais vous dire, Susan Holt est une excellente vendeuse. Fallait l'entendre présenter d'abord les réussites, exemple, le nombre de nouvelles constructions dans la dernière année, en insistant sur le fait que c'est un record, que c'est plus que pendant le boom d'après-guerre, un accomplissement majeur, et ça avec une forte intonation, une excitation dans la voix. Et quand elle annonçait que des objectifs n'étaient pas atteints, elle trouvait aussi toujours un angle. En éducation, par exemple, il y a certains objectifs, certaines cibles qui n'ont pas été réussies. En mathématiques, ça n'a pas été atteint. Même chose pour la littératie dans le système francophone. Mais c'est pas uniquement présenté comme une mauvaise nouvelle, plutôt une occasion de dire avec le travail qui a été fait, avec les résultats qu'on vous présente, on sait maintenant à quel endroit mettre des efforts ou encore l'objectif n'a pas été atteint, mais on peut voir que la tendance, elle, est dans la bonne direction. La majorité des cibles de l'année dernière ont été atteintes. Le gros morceau, par contre, la cible majeure, c'est le pourcentage de population qui a accès à un métier de famille ou à une infirmière. Madame Holt et son ministre de la Santé, le Dr. John Thorne, ne se sont pas défilés. C'était même étonnant, dans le fond, ou rafraîchissant d'entendre Susan Holt dire notre priorité, notre top priorité, c'est aussi notre pire statistique de la soirée. Mais tout de suite après, elle a ajouté que l'équipe pèse sur l'accélérateur. Elle a mis en valeur une autre statistique montrant que le pourcentage de la population qui parvient à avoir un rendez-vous médical on a un petit peu de difficulté avec votre son, mon cher François. Je vais aller vers vous, Jacques, puis on va voir si on peut reconnecter François sur un meilleur canal là, pour être sûr de tout capter de son analyse. Quelle est la vôtre pour le discours sur l'état de la province, Jacques? Nous parlons souvent de différents aspects de la leadership de Susan Holt, mais il faut dire que la transparence, là, c'était évident hier soir. Elle parlait des cibles. Il y avait un briefing dans l'après-midi pour les journalistes qui allaient être au discours pour passer par-dessus les chiffres, discuter les chiffres, mieux comprendre les chiffres, juste pour pourrait être clair ce soir-là. Son discours, il y avait beaucoup de phrases elle a utilisées qui nous donnaient des clips quand elles reconnaissent qu'il y a un manque de progrès sur certaines cibles, en particulier les Néo-Brunswickois qui n'ont pas de médecin ou pas d'infirmière praticienne. Elle ne l'a pas caché. Quand même, elle dit qu'elle est confiante qu'ils vont éventuellement atteindre cette pourcentage de 85 % en 2028. Ça va être intéressant à voir comment
ça va impacter sa popularité, l'aspect politique, parce que souvent, quand des gouvernements établissent des cibles et ça va pas bien, on commence à dire que le contexte a changé, que cette cible-là n'était pas vraiment cela, mais c'était autre chose. Elle l'a pas fait hier soir et ils vont être tentés de le faire si le progrès n'est pas là dans un an ou deux. L'autre chose à remarquer, elle a mentionné encore la possibilité des coupures. Le gouvernement va demander au Néo-Brunswickois la semaine prochaine de partager des idées ou couper pour éviter des vraies coupures en les priorités comme santé. Et elle n'a pas nié la possibilité que le déficit cette année va dépasser $1 milliard. Alors, ouais, c'est beaucoup d'informations. Oui, il y avait un aspect assez sombre dans ce sens-là, mais beaucoup d'énergie et beaucoup de transparence, franchement. Je pense qu'on a une ligne plus stable pour vous, François. Je pense qu'on avait eu l'essence de vos propos, à moins que vous vouliez ajouter un petit quelque chose avant qu'on passe au prochain sujet. Oui, simplement dire, d'accord avec Jacques, ça peut marcher jusqu'à un certain point seulement, dire on n'a pas atteint les objectifs, mais on va dans la bonne direction dans 2 ou 3 discours du trône d'ici, de l'État de la province d'ici. La formule ne réussira peut-être plus à convaincre. On va passer donc à notre prochain sujet avec un autre café. Retour des membres élus dans les conseils d'administration des régies de la santé. Je vais rester avec vous, François, là-dessus. Là, c'est pas pour les prochaines municipales. C'est ce que revendiquait notamment Égalité Santé en français. En plus, c'est arrivé hier la décision d'en appeler là, du jugement de la Cour du banc du roi. Alors, sur ce dossier, François Gravel. Oui, le gouvernement Holt qui ne laisse pas passer sans rien dire les jugements qui ne le satisfont pas. Hein. On se souvient qu'il avait accompagné le fédéral dans sa lutte pour présenter le droit de nommer des lieutenants-gouverneurs unilingues au Nouveau-Brunswick. Il avait maintenu l'appel aussi pour le jugement concernant l'annulation de la fermeture des palais de justice de Caraquette et de Tracadie. Et là, maintenant, il va en appel de ce jugement de la juge Christa Bourque qui avait annulé la révocation du conseil d'administration du réseau de santé et vitalité par le gouvernement conservateur de Blaine Higgs. La juge Bourque avait tranché que la mise en tutelle du réseau avait porté aux valeurs constitutionnelles, puisque la communauté francophone avait perdu la gestion d'une institution. Le gouvernement Holt demande d'annuler la décision. Je voyais ce matin la réaction d'Égalité Santé en français qui parlait de trahison à l'endroit des francophones, de coups d'épée dans le dos des Acadiens. Cela dit, cette demande-là d'annuler la décision n'est pas une surprise, une tendance, je pense, qui commence à s'établir judiciairement, en tout cas avec ce gouvernement-là. La décision peut paraître étonnante parce que le gouvernement Holt vient d'annoncer qu'il y aura à nouveau des postes électifs au sein des conseils d'administration. Donc, on croyait qu'il y avait une direction peut-être ici qu'on pouvait concevoir. Mais en même temps, ces postes-là ne seront pas créés avant 4 ans, ce qui est très long pour accomplir quelque chose d'assez simple. Il y avait des postes élus jusqu'en 2022. Alors, je pense maintenant qu'on peut comprendre la raison du délai et c'est ce combat devant les tribunaux qui va se poursuivre. Ça a beaucoup habité les débats du côté francophone du Nouveau-Brunswick, Jacques, mais je suis curieuse de connaître votre point de vue là, sur ce que ça symbolise, puis le développement qu'on a connu cette semaine là-dedans. Je pense que j'ai une analyse un peu différente de François, c'est qu'ils ont annoncé ce projet de loi l'autre jour parce qu'ils savaient qu'ils allaient annoncer qu'ils allaient en appel. Et ils voulaient... la décision du juge Bourque n'a pas ordonné la province à rétablir des conseils élus. Ça disait simplement que cette dissolution par Blaine Higgs en 2022 était non constitutionnelle. Alors, ils vont rétablir des conseils partiellement élus et ils vont aller en appel. Il y a certains aspects de la décision du juge Bourque qui étaient un peu ambigus et qui, je peux croire que le procureur général veut clarifier pour que dans l'avenir, les principes et la loi est claire. Maintenant, sur les conseils élus, je suis absolument d'accord. L'Assemblée retourne le 17 mars. Avec l'échéancier pour les élections locaux en mai, c'est pas assez de temps pour adopter un projet de loi et donner élection au Nouveau-Brunswick suffisamment de temps pour tenir des élections pour ces conseils-là en mai. Mais chaque automne et chaque printemps, élection NB a l'option de convoquer des élections partielles pour des sièges municipaux ici et là. Le gouvernement pourrait, dans le projet de loi, ordonner l'agence à
tenir des élections partielles pour tous les sièges sur les conseils de santé le printemps prochain ou cet automne. Alors, cette option est là et évidemment, il ne faut pas attendre jusqu'à 2003. Je pense que c'est simplement que le gouvernement prend l'option la plus facile au lieu de compliquer les choses. Merci, vous deux. On passe au troisième sujet. Alors, notre première ministre en a fait du chemin entre Ottawa et Fredericton et beaucoup de mains serrées, d'ententes, le port de Saint-Jean, discussion avec le fédéral. On veut de l'argent d'infrastructure, on veut en tout cas des partenariats en tout genre. On sent que toutes les provinces ont faim. Hein? On veut que ça aille mieux dans chacune des provinces canadiennes. On veut que le coût de la vie, ça aille mieux partout. Tous les premiers ministres veulent des bonnes nouvelles pour leurs citoyens. Je vais rester avec vous à Fredericton. Jacques, comment vous évaluez les gains ou les discussions de la première ministre dans ces journées qui peuvent être importantes, mais aussi celle-ci s'est prononcée sur des questions en lien avec la sécurité intérieure, là, et ICE qui n'était pas très loin, mais là, j'ouvre des guillemets dans les airs, là, du Nouveau-Brunswick. On était un peu loin des faits. Oui. Je pense que la réunion avec les autres premiers ministres était assez normale, les mêmes discussions. La croissance du port de Saint-Jean était un fait avant cette réunion, avant qu'ils ont choisi de l'annoncer avec Doug Ford. Mais les propos de Susan Holt sur ICE, quand elle a dit « ils sont sur notre frontière à Calais, à Maine », il y avait des rumeurs partout pendant quelques jours que cette opération de ICE à Maine était très proche, était sur la frontière, mais sur les médias sociaux, sur TikTok, sur Instagram, le monde en parlait, mais avec aucune photo, aucune image, aucune preuve. Susan Holt l'a répété publiquement devant tous les médias nationaux. Et voilà, nos journalistes, mes collègues, étaient à Calais mercredi pour traverser, aller à l'île de Campobello. Aucune activité de ICE qu'ils ont vue. Journaliste de Maine nous a dit aucune indication d'activité de ICE à Calais ou sur la frontière. Je pense que... Puis là, le bureau de la première ministre a expliqué que c'était basé sur certains courriels qu'ils ont eus et sur un article du Telegraph Journal de dimanche passé qui, quand on le lit, n'a pas mentionné Calais et n'a pas mentionné aucune présence de ICE sur la frontière. Alors, hier soir, Susan Holt a dit qu'elle a avoué que ses propos n'étaient pas assez clairs, mais devant les médias nationaux, tout le monde l'a entendu, tout le monde parlait. Il y avait des manchettes qui disaient que ICE était sur la frontière et ce n'était pas vraiment le cas. Probablement pas ce que la première ministre veut qu'on retienne de son passage à Ottawa, François. Oui, il faut dire par contre que l'ombre de Donald Trump était partout là, pendant cette réunion-là à Ottawa, là, cette semaine des premiers ministres. L'actualité politique nationale était dans toutes les directions. Hier soir encore, le président a annoncé vouloir interdire aux avions de bombardier, de voler dans le ciel des États-Unis. Il menace d'imposer de nouveaux frais de douane. Il y a eu cette usine automobile qui a annoncé la fin de corps de travail en Ontario. Cette histoire aussi de leaders du mouvement séparatiste albertain qui se sont rendus au moins 3 reprises à Washington, rencontrer des membres de l'administration Trump dans ce qui semble être une tentative d'une puissance étrangère, là, les États-Unis, de déstabiliser le Canada. Là aussi, le mot traître a été mentionné. Et à travers tout ça, Susan Holt, qui elle a expliqué être inconfortable avec cette présence-là des agents américains de l'immigration au Maine, car ils étaient au Maine. Hein. On ne les a pas vus à Calais, comme elle l'a mentionné, mais ils sont bien présents, par contre, dans cet État. Ici, d'ailleurs, Mme Holt qui dit avoir discuté avec la secrétaire américaine du département de l'Intérieur, le Homeland Security, à ce sujet-là, que les agents de ICE seraient retirés. Et elle croit que les Néo-Brunswick vont pousser un soupir de soulagement. On entendait ces discussions-là et c'est un peu comme s'il y avait une armée étrangère sur le point de nous envahir, hein, alors que c'est pas tout à fait ça, mais l'inquiétude existe pareil, c'est un fait. Donc, des paroles fortes aussi de Mme Holt concernant les Américains. Elle a répété, là, comme Mark Carney, que plus rien n'est normal avec les États-Unis, qu'on ne reconnaît plus
plus, nos voisins de longue date. Et à travers tout ça, des appels à l'unité des premiers ministres. Oui, alors qu'il était pas mal question de souveraineté cette semaine, tant Eh avec oui. l'histoire de l'Alberta que de ce qui se passe sur la scène politique québécoise, n'est-ce pas? Alors, passons à vos cafés pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cafetière à Fredericton, mon cher Jacques? Ben exactement, sur la souveraineté, mon café corsé pour Danielle Smith, premier ministre d'Alberta, qui refuse vraiment à prononcer ou à dénoncer ces réunions entre certains leaders séparatistes d'Alberta et des représentants de l'administration Trump. Ces séparatistes-là incluent certains membres de son parti, des présidents des associations de circonscription de la United Conservative Party. Et c'est sérieux, là. C'est pas un jeu qu'on joue maintenant. Quand une présidente américaine et ses représentants s'impliquent dans un débat tellement délicat. Et dans cette époque de populisme et médias sociaux et rumeurs et des réalités inventées, il faut vraiment prendre soin. Et je pense que Danielle Smith doit se prononcer un peu plus clairement. J'ai aussi un café corsé pour Sam Johnston, député de Miramichi Bay-Neguac, qui, on a su cette semaine, a bloqué quelqu'un de sa circonscription de lui suivre sur Facebook. Les libéraux ont adopté une politique ou des standards pour leurs discussions en ligne, mais ils laissent aux députés individus d'interpréter ces standards-là sur leurs propres médias sociaux. Une page de Facebook n'est pas une publication officielle du gouvernement, mais les députés les utilisent pour communiquer avec leur public des annonces du gouvernement, des stratégies du gouvernement. Et je pense que ça doit être un peu, pas seulement une diffusion, mais aussi être à l'écoute. Alors, on peut peut-être changer le style un peu. Merci beaucoup, Jacques. Vos cafés cette semaine, François? Oui, on parle de Facebook. Un autre député libéral, Restigouche-Est, cette fois-ci, Guy Arsenault, qui a eu ses problèmes avec Facebook. Il a mentionné, pour résumer l'histoire rapidement, une mention j'aime, on dit liker Un une pouce en publication. l'air. Un pouce en l'air, voilà. Un message dans lequel un citoyen insultait une entreprise d'Andalousie, EcoRock, dont le projet de mine de Pouzoulane divise la population de la région. La photo montrait des dirigeants de l'entreprise avec le député fédéral de Madawaska-Restigouche, Guillaume Cyr-Deschaines, et le message précisait que les gens d'EcoRock d'Andalousie sont des mendiants, qu'ils ne veulent que des subventions, mais en des mots beaucoup moins polis, je vous dirais. Et le député Guy Arsenault a fait un petit pouce en l'air à cette publication-là, qui dénigre une entreprise et des gens de sa région. Donc, assez gênant, même après que les critiques se sont mises à fuser, il a tardé à retirer son j'aime. Il l'a finalement fait, ne s'est pas expliqué publiquement, mais en coulisses, il affirme que c'est accidentel, là, que ses doigts ont glissé, que c'était une erreur d'inattention. Comment c'est arrivé, on ne le saura peut-être jamais, mais un rappel à la prudence, Martine, que quand on a une personnalité publique, les médias sociaux sont parfois un endroit périlleux. Ah ça! Merci beaucoup, François Gravel, Jacques Poitras, un autre beau café, puis on se retrouve vendredi prochain. Hey, merci, à la prochaine. Au revoir, Merci. à la prochaine. Bye.